Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le site Audio. L'heure est grave. Je vais vous parler d'un ordinateur de la marque HP, il s'agit de la gamme Victus et surtout des raisons pour lesquelles je ne le garde pas. Allez, c'est parti, intro. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TMG aux commandes. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous parler donc d'un ordinateur portable de la gamme HP Victus. Il s'agit du HP Victus de 16 pouces que j'avais acheté il y a maintenant environ un an. Et les raisons pour lesquelles je ne le garde pas, c'est que tout simplement, il ne correspond pas à ce que je veux faire en termes d'utilisation principale. Alors oui, j'ai donné la raison principale pour laquelle je ne l'ai pas gardé. Maintenant, je vais rentrer dans le détail. À côté de mon activité principale, je fais également une activité dans laquelle je fais de la création audiovisuelle. Et même s'il est vrai que pour tout ce qui était création YouTube, je n'avais pas forcément besoin de plus, lorsque j'ai une prestation pour laquelle je suis rémunéré, j'ai quand même envie d'avoir la possibilité de faire un montage vidéo qui ne me prenne pas énormément de temps et d'avoir la sécurité d'avoir des rendus qui se font toujours très bien. Et c'est exactement là que j'ai eu un problème avec cette machine. Pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un fan de la gamme de Surface de chez Microsoft. Pour ma part, je venais d'une Microsoft Surface Pro 7 avec un i7 de 10e génération, 16 Go de RAM et 256 de stockage. Donc j'ai fait une comparaison simple des performances du nouveau PC, le HP Victus. Il y avait un i5 de 11e génération, un peu moins en gamme, mais une gamme plus récente. Donc je m'étais dit que ça allait être à peu près équivalent. J'avais 8 Go de RAM, mais qui pouvaient être changés. Donc je m'étais dit qu'aussi, avec le temps, j'allais la faire évoluer. Et enfin, je n'avais pas une carte graphique intégrée, mais une 3050, qui même si c'était l'entrée de gamme de la série des 3000, on était quand même sur la gamme la plus récente actuellement chez Nvidia. Et je m'étais dit que j'allais avoir quand même des performances bien plus intéressantes que ce que j'avais avec ma Surface Pro 7. C'est vrai quand même que dans une utilisation globale, le PC est relativement rapide, je n'ai pas de problème là-dessus. Lorsque je suis dans ma timeline dans DaVinci Resolve, je peux défiler les fichiers et les vidéos d'une façon beaucoup plus fluide que ce que je pouvais faire avec ma Surface Pro 7. Également, les rendus que j'arrive à faire, ils se font beaucoup plus rapidement que ce que j'arrive à faire avec ma Pro 7. Donc on pourrait se dire que le contrat est rempli et que je vais donc garder cette machine et passer à autre chose. Eh ben non. Et encore une fois, c'est décousu ce que je dis, mais je vais revenir en arrière. C'était ma première fois que j'avais un ordinateur portable avec une charnière. Je n'ai jamais été fan de ce type de machine. Je trouvais ça toujours trop lourd, encombrant, pas assez flexible. Là où ma Surface Pro pouvait me suivre relativement partout, je pouvais aller avec dans la salle de bain pour écouter de la musique, je pouvais aller dans la cuisine pour regarder une recette et me mettre avec dans le canapé pour regarder une vidéo. Bref, c'était un appareil mobile qui était vraiment très pratique. Et les ordinateurs à charnière, par contre, je les trouvais encombrants. C'était des ordinateurs qui étaient transportables à mon avis. Ils avaient vocation à rester sur un bureau et très peu à se déplacer dans la maison ou par exemple sur d'autres lieux. En tout cas dans ma logique. Mais quand même, il faut dire qu'il y avait pas mal d'avantages à avoir une machine de ce type-là et je vais vous les citer maintenant. Et une des premières différences que j'ai pu avoir comparé à ma Surface Pro, c'était le clavier. Il était plus grand, les touches étaient mieux espacées, mais surtout j'avais un clavier numérique. Alors, c'est pas comme si je m'en sers énormément, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement pratique, qui m'a permis d'avoir une très bonne expérience avec cette machine. Au niveau également de l'interface, on se retrouve avec un pavé numérique d'une taille très grande, en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. La glisse est relativement douce, même si j'ai tendance quand même à préférer ce que faisait Microsoft avec les surfaces. Bon, mis à part le fait qu'il n'est pas détachable comme avec les surfaces, mais bon, ça c'est inhérent au type de machine. L'écran, c'était un écran de 16 pouces qui était quand même un espace de travail beaucoup plus grand qui permettait d'afficher des fenêtres avec beaucoup plus d'espace de travail. C'était quand même très pratique, surtout quand on fait aussi du travail avec des logiciels type DaVinci Resolve qui ont des menus qui sont quand même relativement petits ou encore Photoshop. Au niveau de tout ce qui est contraste, angle de vision et couleur, pas de problème à mon niveau, j'avais quand même un rendu qui était très beau. Et voilà, il n'y a rien à dire de particulier dessus, en tout cas en ce qui me concerne. Et autre nouveauté aussi que je découvrais avec ce type de machine, c'était les ports. Punaise, mais qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir autant de ports disponibles. On a 3 ports USB, on a un port USB-C, un Ethernet, un HDMI, une prise jack et un lecteur de carte SD. Ça aussi, quand on fait de la photo ou de la vidéo, c'est extrêmement pratique de pouvoir directement décharger depuis son appareil photo et insérer la clé directement dans son ordinateur portable. Bref, format encombrant certes,
difficile à transporter, mais quand même extrêmement pratique dans un flux de travail que l'on peut avoir lorsqu'on fait de la photo ou de la vidéo par exemple. Après, toujours au niveau des différences, bon ça c'est une différence qui est quand même au désavantage de cet ordinateur portable, c'était le chargeur. Le chargeur était extrêmement balèze, je n'avais jamais eu un chargeur aussi gros. Et c'est assez paradoxal, en tout cas à mon avis, parce que le chargeur est tellement gros qu'on pourrait se dire, bon bah, forcément il va délivrer un wattage très intéressant, donc ça va nous permettre de pouvoir en profiter lorsque l'on fait de la création. Spoiler alerte, non. Aussi, autre différence qui pour le coup va être à l'avantage de cet ordinateur HP, c'est le fait que l'on pouvait démonter l'arrière de l'ordinateur afin de pouvoir changer soit le SSD, soit éventuellement la RAM. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai fait dès le début, c'est rajouter des barrettes de RAM afin de me trouver au final avec 32 Go de RAM. La machine que j'avais choisie était de couleur blanche et ça donnait un très beau rendu au global quand on la possédait quand même. À côté de ça, la machine est équipée du Wi-Fi et du Bluetooth, pas de problème particulier au niveau de cette connectivité là, en tout cas en ce qui me concerne. Ce n'est pas du Wi-Fi 6, mais bon, à part le fait de vouloir simplement la performance, pour ma part, ça suffisait à me connecter, que ce soit au travail ou à la maison. Et on va noter également donc les performances du haut-parleur, enfin des haut-parleurs intégrés, mais également de la webcam à travers le test que je vais faire maintenant. Et donc voici un test d'enregistrement avec la webcam. Alors malheureusement c'est une webcam 720p, 30 images par seconde. C'est tout ce que vous pourrez obtenir avec ça, mais ça vous donne quand même une idée à la fois de l'audio et de la vidéo de ce HP Victus de 16 pouces. Bref, mis à part le poids et l'encombrement qui me pose un petit problème, c'est compensé quand même par un large éventail de possibilités quand même qui sont relativement agréables s'il fallait comparer ceci à une Surface Pro. Au niveau de la construction, je n'ai pas constaté de torsion ou de parties qui étaient relativement fragiles. Ça m'a l'air quand même relativement solide, même si ça reste un PC entrée de gamme. Et je pense que là-dessus, vous pouvez y aller. Après, autre différence, mais cette fois-ci, ce n'est plus forcément au niveau du matériel, mais ça va plutôt être au niveau du logiciel. Je découvre avec ce type de machine-là, donc les logiciels qui te permettent d'optimiser les performances de ta machine. Quand j'étais sur ma machine Windows, il suffisait simplement d'aller sur l'icône de batterie en bas à droite et de choisir si on voulait la meilleure performance ou la meilleure autonomie. Voilà, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Par contre, en venant sur cette machine-là, et j'ai découvert une autre machine qui avait également ce même truc qui pour moi est un défaut. On découvre donc une interface logicielle qui a été créée afin de vous permettre de pouvoir fine-tuner, de vraiment régler au millimètre près les performances de votre machine afin de pouvoir maximiser le nombre de FPS, la fluidité dans un jeu vidéo notamment. Et pour ma part, je trouve que c'était un tout petit peu gadget en fait, dans la façon dont c'était mis en œuvre. L'application HP Omen Gaming Hub, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. HP Omen Gaming Hub est une application, donc, lorsque l'on va se lancer, qui va afficher des messages un peu on va dire, je suis en train d'écraser le boss, je suis en train de mettre le turbo, enfin des trucs qui, à mon sens, n'ont absolument rien à faire dans une machine de ce type-là. Juste peut-être pour dire, c'est une machine qui est un peu c'est une machine qui est dans le vent, qui a le vent en poupe. En fait, non, des fois, on veut juste changer la performance de la machine parce qu'on a besoin d'une utilisation particulière et on n'a pas envie de tous ces trucs qui clignotent à gauche, à droite. Et encore, cette application-là se débrouille pas trop mal. J'ai eu l'occasion de tester une machine Asus avec son logiciel Armoury Crate. Et là, eux, ils vont complètement dans un autre délire, mais bon, ça, on en reparlera dans un autre test. Bref, même si au final, on arrive à faire relativement la même chose que je vous avais dit avec l'icône de batterie sur Windows, c'est-à-dire à choisir, soit on veut de la performance, dans ce cas-là, la machine fait énormément de bruit, mais on a le maximum de ce que l'on peut avoir avec cette machine, soit on se retrouve avec une machine complètement silencieuse, et là, pour le coup, c'est super, c'est pratique. Lorsqu'on est, par exemple, au travail, moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir une machine qui tourne, et pour le coup, ça marche très bien avec ce logiciel-là. Quand je me mets en mode silencieux, j'ai assez de performance pour ouvrir beaucoup d'onglets, faire 2-3 trucs à gauche, à droite, mais j'ai absolument aucun bruit. Mais quand je dis aucun bruit, c'est aucun bruit. C'est-à-dire qu'il ne va même pas aller au seuil où il y a un déclenchement des ventilateurs. Et ça, je trouve ça assez pratique. J'avais le même réglage sur ma Surface Pro quand je disais silencieux. Silencieux, c'est silencieux, voilà, tout simplement. Et je le précise parce que j'ai une autre machine que je teste actuellement qui, pour le coup, lorsque je la mets en silencieux, le ventilateur, il se met quand même à tourner si mon utilisation fait qu'il y a besoin de refroidir ma machine. Après, effectivement, c'est pas un même processeur, on a un i9 à l'intérieur, on a une carte graphique, une 4060, donc je me doute
qu'il y ait besoin de refroidir tout ça, mais quand même, quand je mets le mode silencieux, j'ai envie d'avoir un mode silencieux, quoi. Enfin bon, moi, ça me paraît normal, en tout cas. Bref, c'est du détail, mais c'est dans ce genre de détails-là qu'on voit la différence. Quand on achète une machine à 1500 euros, et ben on a des petits trucs comme ça qui viennent rendre l'expérience utilisateur agréable. Et quand on achète une machine peut-être un peu plus entrée de gamme, et ben il y a une attention aux détails qui ne va pas être la même et qui parfois même ne va pas toujours exister dans ce genre d'appareil. Et ça compte. Bref, s'il fallait parler également de tout ce qui concerne les autres applications, regarder des vidéos dessus, il n'y a absolument aucun problème. On regarde des films dessus, on regarde des petites vidéos sur YouTube. Tout ça, ça passe crème, pas de ralentissement. Alors moi, je ne suis pas un adepte de forcément tout mettre directement en 4K. 1080p en général, ça me suffit pour ce que j'ai à faire. Et bah, c'est quand même cool de regarder des trucs là-dessus. On n'a pas à se plaindre de naviguer dans des documents, que ce soit du Word, du Excel, du PowerPoint. Pareil, aucun problème. Avec le câble HDMI, ça permet notamment quand on est en entreprise ou en associatif de pouvoir directement relier un vidéoprojecteur. On n'a pas besoin d'accessoires, pas besoin de dongle. Bref, quand même d'une façon globale, c'est une très bonne machine. Alors oui, pour tout ce qui est utilisation quotidienne, je n'avais absolument aucun problème. Je fais partie de ces personnes qui ont environ une trentaine d'onglets ouverts en permanence. Il faut dire que cette machine encaisse cela sans problème. En ce qui concerne les jeux vidéo, parce que oui, c'est un PC gaming, il faudra forcément avoir à faire des compromis afin de pouvoir en profiter, d'autant plus que lorsqu'on débranche la machine, on perd en performance. Mais quand même, quand on n'a que ça comme machine principale, ça permet de pouvoir s'amuser. Et je trouve que c'est quand même ça l'essentiel. Comment je peux prendre la tyrolienne c'est bon. Bon, on s'ouvre jamais. Après, moi, j'ai une utilisation particulière, en tout cas en ce qui concerne le montage vidéo, et c'est là où j'étais extrêmement déçu. Mais avant de rentrer dans les détails, on va parler du sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Audio. Audio qui est cette plateforme de musique dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps, qui vous permet de pouvoir utiliser des musiques et maintenant des musiques originales au sein de vos vidéos, donc des musiques qui ne vont pas se retrouver sur d'autres plateformes. Et la plateforme Audio vous propose des musiques que vous allez pouvoir utiliser sans avoir des risques donc de copyright claim. On va rentrer un tout petit peu dans le détail, mais pas trop. En fait, lorsque vous faites une vidéo que vous uploadez sur YouTube, par exemple, le robot de YouTube va détecter la musique qui se trouve à l'intérieur de cette vidéo. Et si c'est une vidéo qui a été marquée comme appartenant à son auteur et dont on n'avait pas forcément les droits d'utiliser ou en tout cas d'exploiter, et bien YouTube va appliquer un certain nombre de sanctions à votre vidéo. La pire sanction étant que la vidéo ne soit disponible nulle part, mais dans la majorité des cas, on va se retrouver donc avec une musique qui est disponible partout, mais pour laquelle vous n'allez pas être capable de générer des revenus. Tous les revenus qui vont être générés vont aller directement à la personne qui est l'ayant droit de cette musique. Et là où Audio vient nous sauver, c'est la possibilité d'utiliser leur plateforme sans avoir à se demander si la musique va être acceptée ou pas par les robots YouTube. Et donc toutes les chaînes YouTube qui sont monétisables vont pouvoir monétiser sur les vidéos avec les musiques utilisées sans aucun problème. Autre chose que j'aime énormément avec Audio, c'est la possibilité de pouvoir avoir des paiements en une seule fois. Il existe beaucoup de plateformes qui vous permettent d'avoir accès également à de la musique. Les catalogues sont quand même très grands et très variés. Mais le problème, en tout cas à mon niveau, c'est que cela se présente sous forme d'un abonnement. Si comme moi, vous êtes en train de débuter dans le domaine de l'audiovisuel et que vous n'avez pas énormément de prestations à faire, vous n'allez pas payer tous les mois pour une plateforme alors que vous n'utilisez pas tout le temps les musiques qui sont dessus. Vous venez qu'une fois de temps en temps piocher dedans lorsque vous avez besoin de faire une prestation. Et bien non, cherchez plus. Audio vous permet avec une formule d'avoir un paiement en une fois et ça vous donne une licence à vie. Bref, c'est un bon service. Je ne peux que vous le recommander. J'avais déjà fait une vidéo dédiée entièrement à cela et nous, on va passer directement à ce qui nous concerne, c'est-à-dire pourquoi je ne garde pas le HP. Et en fait, mon problème était venu du fait que j'utilise DaVinci Resolve pour réaliser mes vidéos. Donc DaVinci Resolve, c'est quand même un logiciel qui est utilisé par la plupart des gens dans le cinéma. C'est un logiciel qui n'a plus de preuves à faire.
Je m'étais dit également que rajouter donc les 32 Go de RAM, ça permettrait quand même de pouvoir avoir une machine ultra correcte. i5 de 11e génération, RTX 3050, 32 Go de RAM, quand même, on était parti sur des bonnes bases, il y avait moyen de faire des trucs phénoménaux. Tout ce qui est sur la timeline, les défilements, le machin et compagnie, ça c'était magnifique. Comparé à ma Surface Pro, je pouvais travailler dans des résolutions plus élevées, donc j'avais déjà le détail sur mon aperçu, sur mon viewer, ça c'était quand même agréable. Lorsque également je faisais des rendus avec un montage simple, tout ce qui était juste du fondu ou du jump cut, je n'avais pas de problème, les rendus se faisaient rapidement, c'était propre, il n'y avait vraiment rien à dire. Et en fait, dans mon utilisation, j'utilise également des plugins externes, c'est-à-dire des animations ou des éléments qui existent dans une bibliothèque que je vais venir intégrer à mon montage vidéo afin d'avoir donc des trucs un peu, des effets sympathiques, comme vous pouvez voir un peu à l'écran tout autour de moi. Et en fait, à chaque fois que j'importais un élément externe dans ma vidéo, et ben lors de mon rendu, le rendu plantait toujours à l'endroit où il y avait cet élément externe. C'était systématique, mais vraiment systématique. Je fais mon montage, je fais ma lecture. Quand tu fais ta lecture dans la timeline, tout va bien. Nickel. Des fois, si c'est un effet qui prend pas mal de ressources, il va générer un petit proxy. Après, lorsque tu vas relire, ça va passer nickel. Mais dès que je vais faire mon rendu, ça plante systématiquement à cet endroit-là. Et c'est assez pervers parce qu'en fait, dans ma tête, dans ma logique, un effet qui fonctionne dans mon viewer, parce que quand je le joue dans le viewer, il fonctionne, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas lorsque je fais mon rendu. Bref, moi, je voyais aucune raison, il n'y avait aucune logique à ce que ça marche dans un sens et que ça ne marche pas dans l'autre. Et bien, c'était ça le problème. Et à plusieurs reprises, je me suis retrouvé à faire des montages, je m'enflamme, je mets des trucs, je mets des machins, puis les effets, les rendus, ça me convient, hop, je suis là, pompe, pilote, je fais mon rendu, bam, ça plante, systématiquement, ça plante. Et là, j'étais là quand même, mais c'est pas possible. Le PC, je passais dans le logiciel là dont je vous parlais tout à l'heure. Je mettais la puissance au maximum, les ventilateurs, je les faisais tourner au maximum. Je surélevais un tout petit peu le PC pour que l'air puisse rentrer à l'intérieur et être évacué. Bref, j'avais tout mis en œuvre pour que tout fonctionne bien. Malgré ça, ça ne fonctionnait pas du tout. Aussi, autre truc que je n'ai pas cité d'ailleurs, mais qui était aussi un défaut, c'est quand il s'agissait de faire des rendus en 4K. J'ai une caméra qui filme en 4K. Voilà l'image que vous voyez actuellement, c'est de la 4K. Et quand je faisais mes rendus en 4K, ça ne marchait pas non plus. Il fallait que je fasse des rendus en 1080p. Donc je fais toute une prestation en 4K. Tiens, je me dis, je vais avoir la meilleure résolution, machin, compagnie, des détails, tout. Je ne peux pas faire des exports en 4K. Et si c'est pour YouTube, ça pose pas un problème. Si je suis rémunéré pour ça, je n'ai pas envie de proposer ce genre de prestations. Donc voilà, ça fait partie également des raisons qui ont fait que j'ai eu besoin de faire évoluer cette machine vers quelque chose de beaucoup plus puissant. Et en fait, une machine qui était quand même m'aider à améliorer ma productivité devenait de plus en plus frustrante à utiliser. Encore une fois, tout ce qui est Word, Internet, PowerPoint, des trucs comme ça, aucun problème là-dessus. Mais vraiment, ce pourquoi je l'avais acheté, il n'y répondait pas en fait. Le fait de défiler plus rapidement dans la timeline, c'est bien, mais au final, c'est le rendu de ma vidéo qui m'importe en fait. Et c'est la raison principale pour laquelle cette machine ne restera pas dans mon arsenal de machines, dans mon arsenal de création. Et j'irai même plus loin, s'il s'agit de conseiller une machine à des personnes qui veulent faire de la vidéo à côté, n'hésitez pas au niveau de la carte graphique. En tout cas, si vous utilisez DaVinci Resolve, je ne sais pas ce qu'il y en est de Premiere Pro, je ne sais pas ce qu'il y en est de Final Cut Pro, mais en ce qui concerne DaVinci Resolve, la carte graphique, c'est l'élément le plus important. Visez une machine avec à minima, une 3060. Ça, c'est pour les générations d'avant. Aujourd'hui, on est dans la série 40. Comme je vous l'ai dit, j'ai une autre machine en test actuellement qui, elle, a une 4060. Et tout ce que je fais dessus, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup mieux et j'ai aucun problème comparé à cette machine-là sur HP. Elle va convenir si on fait des montages vraiment très simples, fondu, jump cut, 1080p, nickel, aucun problème. Dès que tu veux faire plus, avoir des assets en plus, 4K, machin, oublie. Bref, c'est tout pour moi, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler au sein de cette vidéo. Mon expérience avec le HP Victus de 16 pouces, ce n'est pas une mauvaise machine, je le répète, c'est simplement une machine qui n'était pas destinée à mon utilisation. J'avais fait une étude du marché, mais je ne m'étais pas rendu compte de certains détails. Et j'espère que vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi. Je remercie Audio qui m'a permis de réaliser cette vidéo et je vous dis, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux, surtout recommencez.